Gwenaël Doré, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Hors des métropoles, point de salut. Alors le sous-titre est peut-être plus parlant, les capacités de développement des territoires non métropolitains. Comment est née l'idée de ce livre? Alors l'idée de ce livre est née face au discours promu par les politiques et les économistes depuis 10-15 ans en faveur de la métropolisation. Alors je ne nie pas le caractère montant de la métropolisation en termes d'efficacité économique. Et donc en plus de ça, c'est une préoccupation qui est assez ancienne en France, puisqu'on a d'abord eu les métropoles d'équilibre en 65, on était dans la logique de rééquilibrer le territoire par rapport à Paris. On est passé plutôt aux logiques aujourd'hui de soutien à la métropolisation comme pôle de croissance. On a des théories économiques qui sont massivement favorables à la polarisation, notamment avec la nouvelle économie géographique qui a été promue par Paul Krugman à partir de 1990, qui montre que les externalités cumulatives, la réduction des coûts de transaction, des rendements croissants d'adoption, sont largement favorisés par la métropolisation. Et donc on assiste à des tendances lourdes de polarisation en France, mais dans tous les pays, enfin, particulièrement pour ce qui m'intéresse en France, donc en termes de croissance d'emploi et de population. Et donc avec l'institutionnalisation des métropoles récemment opérée par la loi. Et donc on a ainsi tout un contexte favorable à la métropolisation. Et on a même certains économistes qui préconise de laisser s'opérer la concentration aux non-efficacités, de concentrer l'effort sur les pôles majeurs afin de maximiser l'effort moteur, l'effet moteur et de favoriser les régions les plus compétitives pour assurer un meilleur effet d'entraînement et donc assurer grâce à la croissance induite dans les agglomérations une redistribution ensuite sur l'ensemble du territoire, donc des effets de ruissellement. Alors c'est pour ça que face à ce discours massif que je décris dans ma première partie, j'ai voulu développer en contrepoint les capacités de développement des territoires non métropolitains. Et alors, merci pour cette présentation. Et justement, quelles sont les thèses que vous avancez ou les solutions pour éviter cette surmétropolisation? Alors, justement, je pense qu'il y a des voies de développement pour les territoires non métropolitains. D'abord, elles reposent sur les limites même de la métropolisation, parce qu'il y a des effets négatifs de la trop grande concentration économique, ce qu'on appelle les déséconomies d'agglomération, qui sont liées aux effets de congestion, de pollution, de manque de foncier. Et on a aussi une surestimation de la surproductivité des métropoles, parce que la surproductivité des métropoles est souvent liée à des effets de composition. C'est là que sont concentrés les hauts salaires des cadres, des finances, des sièges sociaux. Et puis on a de toute façon une limite physique à la métropolisation, parce qu'on a une empreinte, enfin ce que j'appelle une empreinte historique de la localisation des activités. Les activités sont localisées historiquement également en dehors de la métropolisation. Et donc on a, de ce fait, je mets en avant les avantages comparatifs des espaces non métropolitains, les facteurs favorables à la dispersion des activités. Donc c'est des ressources naturelles qui sont immobiles, c'est d'abord des ressources agricoles, alimentaires. C'est également le souci de mettre à distance certaines activités polluantes et des activités nécessitant du foncier, de la main-d'œuvre. Il s'agit d'échapper à la concurrence trop forte des métropoles. On a une main-d'œuvre et des compétences spécifiques en territoire non métropolitain, notamment une accumulation de connaissances tacites. Et puis on a également, depuis quelques années, on assiste à un regain d'entrepreneurs qui est réactivé par des néo-résidents qui viennent habiter dans ces zones, et donc qui jouent un peu sur la double appartenance, un ancrage local, et puis également la capacité de mobiliser des marchés extérieurs, des marchés extra-locaux. Et puis on a enfin, en faveur de ces espaces non métropolitains, un cadre de vie souvent agréable, ce qu'on appelle des aménités. Et donc je préconise pour les territoires non métropolitains de ce qu'on peut appeler marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire une capacité productive qui est réelle, qui est d'ailleurs issue des Trente Glorieuses, avec des décentralisations industrielles pour certains cas, mais également qui s'origine dans un dynamisme coopératif, des industries agroalimentaires, je pense notamment à l'ouest de la France. Alors forcément, ce dynamisme a été pas mal télescopé par la crise, et donc il y a des effets de restructuration qu'il ne faut pas négliger. Mais je pense qu'il y a capacité pour ces territoires de jouer sur à la fois l'économie productive et l'économie résidentielle. L'économie résidentielle, c'est tout l'apport des revenus qui sont liés aux retraites, au salaire des fonctionnaires,
aux indemnités sociales, aux salaires des navetteurs. On assiste quelquefois, dans certains cas, à un retournement de localisation d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises, autrefois, attiraient les ménages là où ils se concentraient, et aujourd'hui, à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, elles sont entraînées à suivre leur main-d'œuvre. Notamment, c'est le cas de l'ouest de la France, qui attire aujourd'hui des gens qui sont à la recherche d'un certain cadre de vie, et du coup, c'est les entreprises qui les suivent. Et donc, on peut comme ça aller vers des systèmes que certains auteurs ont appelés productivo-résidentiels, qui jouent sur la complémentarité des deux. Notamment, on assiste à des dynamismes des agglomérations de l'ouest de la France qui sont liées à une forte capacité productive, mais qui ont dans leur hinterland, leur environnement rural, une large palette de fonctions productives, résidentielles, récréatives, touristiques. Donc tout ça est assez harmonisé. Mais alors, le problème, c'est que ces territoires hors métropolitains ne sont pas tous dotés également de ces capacités d'attraction. Il y a des problèmes d'accessibilité, il reste encore des régions qui ont des problèmes d'accessibilité en infrastructure de communication. Il peut y avoir des problèmes de services, notamment de services d'entreprise, qui sont importants aujourd'hui pour développer les entreprises. En termes de perception d'attractivité, les régions du nord et de l'est de la France sont perçues de façon moins attractive aujourd'hui. En termes de ce qu'on appelle de capital social, de relations, de dynamisme, d'acteurs, de capacité de coordination. Et donc, c'est pour ça que je mets en avant toutes ces initiatives qui ont été prises en faveur du développement local et de l'organisation des territoires. Je pense que, au-delà des ressources physiques d'un territoire, ce qui compte, c'est la capacité d'organisation. Et on assiste depuis les années 1970 à ce qu'on a appelé une irrésistible ascension du développement local. Donc il y a eu des premières approches militantes, mais on est passé à des approches beaucoup plus économiques, avec une approche de valorisation de ressources, une attitude des milieux locaux à promouvoir l'innovation, qui a été assez marquée. Donc on passe d'une approche un peu marginale à une approche un peu centrale, comme capacité de développement d'un territoire. Et on a assisté en France, du côté de l'État d'abord, et puis ensuite des régions, à une incitation contractuelle à l'organisation des territoires. Mais aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à un effort de soutien à l'auto-organisation des territoires, à travers la coopération intercommunale. Et on a notamment des territoires de projets type pays qui sont caractérisés par un pilotage de projets stratégiques entre intercommunalités pour avoir vraiment une approche de pilotage de territoire de projet. Et dans ce processus, ce qui est important, c'est le rôle des acteurs. Et on a de plus en plus des initiatives qui associent les acteurs publics, les élus, mais également les acteurs socio-économiques, les entreprises, les associatifs. Donc c'est le modèle européen leader qui a été promu pour les zones rurales, mais qui est en cours d'extension pour les autres zones. Et donc on a assisté, comme ça depuis en gros les années 1980, à une création institutionnelle, alors avec un peu une profusion et bon, un peu quelquefois un brouillage, mais à la fin ça, on s'y retrouve, ça se sédimente et ça se clarifie. Et donc on est passé d'actions d'aménagement physique, de ce qu'on appelle du planning, des infrastructures, etc., à une action de développement qui porte davantage sur l'environnement de l'entreprise, la formation, les ressources humaines. Et donc on assiste comme ça, dans ce rôle des acteurs, à une capacité de s'emparer d'une floraison d'outils. On a passé des technopoles, des districts, des milieux innovateurs, des systèmes productifs locaux, des pôles de compétitivité, donc dans un contexte croissant d'organisation des territoires. Donc je pense que c'est cette logique d'organisation des territoires qui est aujourd'hui, qui peut créer la différence, y compris pour des territoires faiblement dotés en ressources physiques. Et alors, je voudrais conclure en disant que la France, ce que certains, notamment Christophe Julieu, ont appelé la France périphérique, elle est urbaine et rurale. L'urbanisation, ça ne se réduit pas à la métropolisation. Parce qu'on assiste à une diffusion des modes de vie urbains, une influence économique de la ville qui se répand sur l'ensemble du territoire. Les définitions du rural, d'ailleurs, d'un point de vue statistique, sont souvent dépendantes en creux des définitions de l'urbain. Donc là-dessus, il y a plusieurs variantes. Certains sont à 10% en milieu rural, mais d'autres, notamment des statistiques inspirées d'approches européennes, aujourd'hui approchent plutôt de 40%. Donc je pense qu'on est aujourd'hui dans des territoires qui sont de plus en plus mixtes. Et le périurbain lui-même est l'exemple même de cette mixité, parce qu'il est de plus en plus urbain dans sa relation à la ville, notamment en termes de migration, de domicile-travail, mais il est de plus en plus rural de par la physionomie, les paysages, la faible densité, les problèmes d'accessibilité, de distance.
Et donc, je voudrais conclure en disant que la France périphérique, c'est aussi un espace de production et de potentiel économique, notamment en travers de la capacité à procurer de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau, des matériaux de construction, de l'industrie. Et on a aujourd'hui une part du produit intérieur brut qui est située entre 50 et 60% pour les métropoles, mais qui reste de l'ordre de 40% pour les territoires ruraux, les territoires des petites villes et des villes moyennes. Donc il y a vraiment encore des chances pour ces territoires périphériques qui sont bousculés forcément par la crise, et notamment des délocalisations quelquefois au profit de pays qui sont aujourd'hui à moindre coût de manœuvre. Mais je pense que on peut mettre tous les territoires en capacité, et pour cela il faut encourager la diffusion des connaissances, la capacité d'activer des réseaux, et également ce qu'on appelle donc de jouer sur une carte de la France qui serait davantage un polycentrisme maillé. C'est une idée qui a été lancée par la DATAR à la fin des années 1990. Donc c'est au-delà des métropoles, il y a une France maillée qui est maillée autour des petites villes et des villes moyennes, qui est une armature urbaine qui est assez essentielle pour favoriser le développement de l'ensemble des territoires français. Voilà.